Bienvenue dans Les Clés du Succès, le podcast des indépendants. Je suis Maureen Beillard, spécialiste en communication et marketing depuis 2012, passionnée par le développement personnel, l'entrepreneuriat et le business digital. Chaque mardi, je partage avec vous des témoignages inspirants de professionnels qui ont réussi et des stratégies concrètes pour vous guider dans cet incroyable voyage vers le succès. La prospection sans pression. Voici le sujet de notre épisode du jour dans lequel vous allez découvrir les secrets de Marina Mallet pour attirer des clients avec authenticité. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Les Clés du Succès. Et aujourd'hui, je suis accompagnée d'une coach Thor. Alors, c'est quoi Marina, une coach Thor? Oui, alors déjà bonjour tout le monde. Alors coach Thor, c'est un terme que j'ai inventé modestement. C'est mi-coach, mi-mentor. Parce que voilà, je me définis pas comme coach exclusif, ni comme mentor exclusif, mais les clients viennent à moi pour justement bénéficier de mon expertise. Donc là, c'est plus du côté du coach et de mes expériences. Là, c'est plus du côté mentor. Pourquoi pas mentor tout court? Parce que j'aime pas trop la déviance un peu gourou qu'on donne au mentorat. Et moi, j'ai pas envie que les gens suivent tout ce que je dis aveuglément. Donc, je ne me définis pas comme un mentor pur et dur. Ok, super. Et tes clients, du coup, ce sont qui? Alors, moi, j'aide particulièrement les entrepreneurs. Peu importe le domaine, que tu sois community manager, assistante virtuelle, que tu aies une boutique en physique, que tu sois chocolatier, toiturier, tout, je suis capable de t'aider. Ok, donc autant sur la partie posture, positionnement que sur la partie com et marketing. Exactement, c'est-à-dire que quand on se fait accompagner par moi, on travaille à la fois l'organisation et la structure du business. On travaille également le mindset de l'entrepreneur parce que tout part de soi et de son état d'esprit. Et on travaille bien évidemment la stratégie marketing et vente en omnicanal, donc à la fois digital mais aussi en présentiel avec la prospection directe. Ok, omnicanal, ça veut dire sur tous les canaux à la fois. Tout à fait, ouais. Super. Donc pour toutes les personnes qui se posent la question justement de comment trouver des clients, est-ce que le présentiel est mort? Est-ce qu'on doit être que sur le digital? La réponse est non. Exactement. Un gros non. Ok. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, beaucoup pensent que l'entrepreneuriat est né avec la digitalisation. Et c'est une grosse connerie de penser comme ça, parce qu'il y a toujours eu des entrepreneurs. Et avant l'avènement des réseaux sociaux, on s'en est tous sortis. On arrivait à vivre de son business sans ça. Je dis on, parce que moi, j'ai connu cette ère-là aussi avant la digitalisation. Et je n'avais pas de soucis au niveau de la clientèle, au niveau du business. Donc, il ne faut vraiment pas croire que la création de contenu suffit. Super. On va y revenir dans un instant sur ton parcours. Avant, j'aimerais expliquer à cette audience pourquoi est-ce que j'ai choisi ton profil aujourd'hui comme invité. En fait, ça fait déjà quelques mois, voire peut-être même années qu'on est connecté sur Oui, LinkedIn. Et oui, moi, je vois oui. passer régulièrement ton contenu. Et Marina, elle a un contenu, je vous invite à aller voir si jamais vous avez la curiosité d'aller voir son compte LinkedIn. Elle a un contenu qui est très brandé, qui est très peps, punchy, avec son ami, le lama, comment est-ce qu'il s'appelle Exactement, il s'appelle Ocus. Ocus le lama qui vient en fait s'immiscer dans les différents contenus, dans les différentes publications de Marina. C'est le grand frère, c'est ça? C'est comme ça que tu l'appelles? Ouais, alors non, ça c'est moi, c'est plus ma tagline où je suis le Ok. grand frère parce que je viens secouer les gens un petit peu à la méthode de Pascal, si tu nous écoutes. C'est ça, exactement. Donc il y a un côté très pop, c'était très punchy avec un côté stratégie marketing, mais aussi dans le fun, aussi dans la joie, dans la bonne humeur et avec des coups de pied aux fesses quand c'est nécessaire. Tu le rappelles toi-même sur ton profil. Exactement. Euh, J'aimerais que tu nous parles justement de ton parcours parce que tu as passé 7 ans dans l'entrepreneuriat, mais il y a eu quand même les 7 ans d'avant où tu avais un métier qui n'avait absolument rien à voir avec le métier d'entrepreneur. Tu étais prof de français et a Oui. priori, quand on rentre dans l'éducation nationale, on se dit bah, c'est pour la vie, quoi. Tout le monde, toutes les personnes qui rentrent dans l'éducation nationale, a priori, ont envie d'y faire carrière. Donc ça m'intéresse vraiment de savoir qu'est-ce qui s'est passé pour que tu aies ce changement dans ta vie. Ok, alors on va commencer du début. Donc oui, à la base, j'étais enseignante donc, de français, de culture générale, de littérature et de cinéma. Donc moi, j'avais des élèves de 12 à 25 ans parce que j'ai enseigné en collège, lycée, post-bac, à l'université aussi. Et moi aussi, je croyais que je n'allais jamais quitter l'éducation nationale.
parce que c'est vrai que c'est mon métier de cœur. Enfin, l'enseignement, c'est vraiment ce que j'aime. Ce qui m'a amené aussi à être jury d'examen pour les examens nationaux. Donc, j'ai été aussi chargée de manager des équipes pédagogiques, etc., etc. Et bah, justement, en étant dans l'envers du décor de l'éducation nationale, je me suis vite rendu compte qu'il y avait énormément de dysfonctionnements et que bah, ils étaient un peu aveugles et sourds à toute notion de changement. Et j'aimais pas du tout la tournure que prenaient les choses. Donc c'est pour ça que j'ai arrêté l'éducation nationale. Mais parallèlement à ça, déjà en étant prof, moi j'avais déjà monté mon activité complémentaire à l'époque, c'était vraiment un complémentaire de coach en développement personnel. J'ai une formation là-dessus et je me suis vite rendu compte que les particuliers, c'était pas trop mon délire. Et à l'époque, bah, justement, comme je disais tout à l'heure, je suis rentrée dans l'entrepreneuriat avant la digitalisation comme on la connaît aujourd'hui, hein, bien évidemment. Quand fallait trouver des clients, bah, on devait aller se présenter en networking, etc. Et c'est vrai que je rencontrais beaucoup d'entrepreneurs qui, quand ils savaient que j'étais coach en développement perso, venaient beaucoup me voir pour me demander de les aider à équilibrer leur vie pro et leur vie perso. Parce que c'est vrai que ça, c'est une question qui touche tous les entrepreneurs. Ils avaient vraiment beaucoup de mal à ça. Et je me suis dit, bah, je ne peux pas les laisser seuls avec leurs problématiques. Donc, du coup, je me suis reformée cette fois-ci en coaching business, parce que mis à part l'aventure entrepreneuriale, la mienne, je connaissais pas grand-chose. Donc, c'est là où j'ai repris des études en marketing, en communication, pour obtenir une nouvelle certification par rapport à ça, pour pouvoir après faire le switch de ma cible et aider uniquement que les entrepreneurs. Moi, parallèlement aussi, si on revient rétrospectivement à mes études de lettres, j'ai suivi en auditeur libre tout le cursus de psychologie. Je voulais pas passer le diplôme parce que je me voyais pas être psychologue et prendre la place de quelqu'un d'autre. Donc, je l'ai fait vraiment par intérêt personnel. Et donc, ce qui m'a permis justement de pouvoir aider à la fois quand j'étais coach de vie, mais aussi maintenant coach business sur tout l'aspect mindset parce que bah, j'ai les notions qui sont attendues pour ça. J'ai aussi une certification par contre ça aussi en psychologie, mais ça c'est encore autre chose. Et quand j'ai quitté l'éducation nationale, je ne vivais pas encore totalement de mon activité de coach parce que justement je venais de faire la bascule et c'était pas possible. Enfin moi je n'imaginais pas tout de suite passer en full time. C'était vraiment pas mon ambition pour le moment, donc je suis devenue commerciale, ce qui n'a strictement rien à voir avec l'enseignement. J'étais commerciale en porte-à-porte. Donc, c'est pour ça que la prospection, ça me connaît. Et qu'est-ce que je vendais? Je vendais tout ce qui était possible de faire dans une maison. Je vendais les façades, je vendais les toitures, je vendais du carrelage, la salle de bain, tout ça. Et donc, j'ai commencé en porte-à-porte chez les particuliers. Une fois qu'on avait validé, on va dire, l'aisance en porte-à-porte, on pouvait passer en prospection téléphonique. Et une fois qu'on avait fait ses preuves avec les particuliers, on pouvait attaquer les professionnels. Donc j'ai fait vraiment tout ce panel-là. Ensuite, j'ai quitté la France, je suis venue m'installer en Belgique parce que bah, mon conjoint, qui est devenu entre-temps mon mari, est belge. Et j'ai recommencé tout à zéro. Donc du coup, j'ai remonté ma société de coaching ici en Belgique. Je suis devenue RH, donc je me suis aussi beaucoup occupée dans une entreprise de tout ce qui était technique de recrutement, parce qu'à l'époque, même en France, avec mes certifications de coach, j'ai pu animer des ateliers en job coaching. Donc à France Travail, enfin maintenant ça s'appelle France Travail, mais à l'époque c'était Pôle Emploi. Et en fait, mon patron au niveau commercial m'a fait confiance par rapport à ça, par rapport à mon passé aussi de commercial, parce que lui, il avait une boîte où on devait recruter uniquement que des commerciaux qui travaillaient en prospection directe. Donc finalement, j'ai pas vraiment quitté tout ça. Et puis, bah, j'ai continué à développer mon entreprise. Et puis, au bout d'un moment, je suis passée en full time, où là maintenant je ne fais que du coaching, que de la formation aussi, que ce soit en digital ou en présentiel, parce que ça j'ai toujours gardé un pied dans le présentiel. Je n'ai pas digitalisé à 100% mon métier en fait. Donc voilà un peu pour la version condensée de mon parcours. Très intéressant. Et du coup, je comprends d'autant plus pourquoi cette connexion sur la partie marketing, évidemment, mais aussi sur toute la partie développement personnel et la partie eh bien, mentorat. Mais avec cette capacité, j'imagine que tu dois particulièrement bien accompagner aussi les professionnels de l'accompagnement, du dev perso, quoi, finalement, non? Oui, alors après, tout dépend parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, on assimile beaucoup et à tort le développement personnel aux pratiques totalement holistiques.
alors que pas du tout. Et beaucoup aussi confondent tout ce qui est coaching perso et tout ce qui est thérapie. Sauf qu'un coach n'est pas un thérapeute, sauf s'il a les deux diplômes et les deux certifications, ça, ok, pas de problème. Mais il faut vraiment, vraiment faire attention et bien distinguer les deux. Un psychologue n'est pas un coach et un coach n'est pas un psychologue non plus. Ouais. Donc c'est vrai qu'il faut vraiment faire attention là-dessus. Mais c'est vrai que j'ai pas mal de thérapeutes qui font partie de ma clientèle, pas exclusivement, mais beaucoup viennent chercher justement bah, ce côté un peu relationnel au niveau de la prospection aussi, le mindset, parce que même si on est thérapeute, bah, parfois on est aussi en proie à nos limites, à nos croyances limitantes. Moi, la première aussi, hein, il a fallu que je travaille beaucoup aussi là-dessus. Mais c'est vrai que j'ai un peu tout le monde, et comme je disais au tout début, bah, c'est vraiment ces trois blocs-là que mes clients viennent chercher. Et c'est pour ça qu'on comprend un petit peu mieux le mix entre le coach et le mentor, en fait. Ouais, ouais, ouais. Pour ceux et celles qui nous écoutent, a priori, on a une grande partie qui font partie du métier de l'accompagnement, mais pour ceux pour qui ça ne serait pas le cas, juste un tout petit éclairage sur la différence entre coach, thérapeute, psychologue. En un mot, le coach, il est plutôt axé sur le présent, c'est ça, et le thérapeute, il va plutôt aller travailler sur les traumas, les passés, et le Exactement. psychologue Oui. également, il est plutôt axé sur le passé. C'est ça. Après, le coach doit quand même, enfin, à mon sens, pour être vraiment un bon coach, et ça n'engage que moi, attention, un bon coach doit quand même avoir des notions en psychologie. C'est-à-dire qu'il faut qu'il fasse lui aussi cette démarche de se former, non pas pour devenir psychologue, mais au moins avoir des notions solides, parce que ne s'occuper que du présent, si on n'est pas capable de détecter des failles qui sont là depuis quelque temps, c'est très compliqué. Et pareil, le coach doit aussi pouvoir avoir un pied dans le futur. C'est-à-dire que, OK, il aide aujourd'hui l'entrepreneur ou peu importe un particulier, mais il doit aussi l'aider pour qu'il soit plus serein dans l'avenir. Et c'est là aussi où tout l'aspect psychologique et la formation en psychologie est importante pour aider justement à vraiment l'accompagner au mieux aujourd'hui, mais aussi un petit peu demain, dirons-nous. Très intéressant. Pour revenir sur ton parcours, donc c'est intéressant, j'avais pas cette notion, je viens de l'apprendre, de ton déménagement, du fait que tu aies construit ton entreprise finalement petit à petit, parce qu'il y avait quand même beaucoup de mi-temps, il y a eu plusieurs mi-temps avec plusieurs postes qui ont été bah, finalement tellement complémentaires à ce que tu fais aujourd'hui. S'ils auraient pas, ça n'aurait pas Exactement. pu être le cas, enfin, tu n'aurais pas pu faire ce que tu fais aujourd'hui si tu n'avais pas fait ce mi-temps-là, ces mi-temps-là. Ça m'intéresse de savoir. Comment est-ce que tu t'es construit? Quel était ton parcours? Bah, surtout en arrivant en Belgique, mais pourquoi pas même en France? Quels ont été les plus grands défis, les écueils que tu as pu rencontrer en développant ta propre activité déjà pour commencer? Bah déjà, le fait que à chaque fois que j'ai été en salarié, ça n'a jamais été en mi-temps, ça a été en temps plein. Donc Ok. j'ai vraiment cumulé les deux. Ouais, donc je peux te garantir que la gestion du temps, va falloir que tu l'apprennes rapidement. Parce que c'est vrai que c'est pas évident. Après, comme tout à chacun, comme tout entrepreneur qui se lance, ou même qui est là depuis un certain moment, je dirais que c'est vraiment au tout début se constituer une clientèle. Réussir à donner confiance aux gens. Pourquoi? Parce que c'est tellement aujourd'hui, encore plus aujourd'hui, j'ai l'impression, et c'est pour ça que j'ai un peu cette gratitude ou cette chance de me dire, j'ai connu avant la digitalisation, etc., avant qu'il y ait trop d'arnaqueurs dans le milieu du coaching, j'entends, hein. Ça m'a permis de développer une clientèle qui a été quand même relativement fidèle. Après, j'ai fait ce qu'il fallait pour qu'elle soit fidèle, hein. Mais c'est vrai que c'était un petit peu plus facile, et avec des gros guillemets, parce qu'il y avait moins de charlatans qu'aujourd'hui où n'importe qui se réveille un matin et sait pas quoi faire de sa vie et se dit tiens je vais être coach et je vais lancer et raconter de la merde sur les réseaux et ça va fonctionner. Mais c'est vrai que commencer à avoir une Il y en a clientèle, beaucoup qui ont. Tu penses vraiment que ça marche? Tu penses vraiment qu'il y en a beaucoup qui arrivent à obtenir des résultats, qui arrivent à tenir dans la durée, ouais, en étant sur leur... ouais, ouais, j'en vois tous les jours et même les plus grands coachs, on va dire les stars du coaching. Quand tu creuses un peu, bah, je sais pas comment ils font pour se regarder dans le miroir tous les jours, hein. Mais ça, après, voilà. Chacun se débrouillera avec sa confiance. Par rapport à quoi? Par rapport au manque de formation? Qu'est-ce que c'est intéressant comme sujet? Bon, c'est un autre sujet, mais c'est intéressant. Bah, par rapport au fait, puis toi tu le sais aussi parce que tu es dans le domaine du marketing, quand tu commences à creuser, quand tu commences à analyser sur quel processus ils se basent pour avoir des clients,
tu sais déjà que ça pue en fait. Et là, je parle à tout le monde, euh, quand vous voulez vous faire accompagner par quelqu'un, que ce soit une formation, que ce soit un coaching, si la personne que vous convoitez commence à utiliser du marketing culpabilisant, commence à utiliser du marketing de la peur, fuyez. Vous Mm. savez pertinemment, enfin, il y a un truc dans votre cerveau, il y a une petite lumière qui doit s'allumer parce que bah, vous savez pertinemment que si on en vient à vous faire flipper ou à vous faire culpabiliser pour que vous achetiez chez quelqu'un, c'est que la qualité, elle est pas au rendez-vous. Quelqu'un qui est sûr de ce qui va vous permettre d'avancer, d'évoluer, etc., n'a pas besoin d'utiliser des techniques de chacal, en fait, pour vous faire venir. Donc, hashtag la peur est une technique de chacal. Et c'est vrai, effectivement, quand on voit quand ça appuie vraiment fort où ça fait mal et que ça vient juste prendre au niveau émotionnel, finalement, C'est ça. en coupant aussi la capacité d'accès à la raison. Mais quelqu'un qui va être très, très, très agressif à ce moment-là, bah, prenez ce temps de réflexion pour vous reconnecter avec. Exactement, c'est obligatoire et ne pas se baser aussi quasiment uniquement que sur la notoriété digitale pour faire votre choix. Parce que ça ne veut rien dire en fait. Quelqu'un qui va être suivi par des millions de personnes, ça ne va pas être forcément gage de qualité. Et c'est vrai que, d'ailleurs, j'avais fait un post il y a pas, la semaine dernière, je crois, sur ce sujet-là, ou peut-être ouais, la semaine dernière, où j'expliquais la différence entre faire la promotion et faire de la propagande. Et beaucoup de personnes, en fait, confondent, ont oublié que la propagande, c'est du martelage d'idées, en fait, jusqu'à temps qu'on se dise, ah ben ouais, en fait, ça peut être cool. Rien que analyser un peu les techniques comment on appelle ça? Du téléachat. Au début, vous regardez une émission de téléachat, vous dites, ouais, j'ai pas besoin de cet aspirateur qui fait aussi les vitres et qui nettoie mon four, etc. Au bout de 15 minutes, vous êtes en train de décrocher votre téléphone et vous commandez votre aspirateur qui nettoie toute la maison. Pourquoi? Parce que c'est du martelage et c'est de la propagande. Et beaucoup de coachs, de stars que l'on voit, ou peu importe, hein, que ce soit les coachs ou quelqu'un d'autre, hein, ou autre domaine, utilisent ces techniques-là de propagande. Donc ouais, faites attention, s'il vous plaît. C'est mieux pour vous et pour votre portefeuille. Ouais, 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 effectivement, la notoriété, pas forcément gage. Enfin, en tout cas, il y a de plus en plus d'outils maintenant, de techniques pour gonfler ça artificiellement aussi. Donc, Exactement. soyez attentifs. Par contre, j'aurais envie de rajouter quelque chose. On a un peu dévié du sujet, mais tant qu'on est là-dessus, aussi regarder ben, la congruence quelque part de la personne. Quelqu'un qui vous promet de devenir multimilliardaire, est-ce qu'il est lui-même multimilliardaire et comment est-ce qu'il a Il est fait? devenu. Parce que Ouais, parfois, c'est ça, voilà, ça peut être un héritage, ça peut être pour plein de raisons, ou ça peut être qu'il a mis en place des actions, mais il vous enseigne un truc qui n'a rien à voir, enfin, etc. c'est Donc, ça. il faut garder quand même un minimum cette... Exactement. Et faire attention aussi aux promesses chiffrées. Personne ne peut promettre de vous faire gagner 10 000 € par mois, de vous faire perdre 25 kilos en 2 semaines. Au bout d'un moment, il faut faire appel aussi à son bon sens, en fait. Ouais. Et on commence à le perdre quand on rentre dans une notion justement de propagande, où finalement on s'entoure que de personnes qui pensent comme vous, qui sont dans la même mouvance, et on commence à se dire, ah bah en fait, ouais, c'est normal de faire ça. Et bah, non, c'est pas normal. Je vais mettre une nuance là pour le coup parce que le côté chiffré, quand vous faites des promesses chiffrées, il y a quand même quelque chose de beaucoup plus tangible. Donc l'idée, c'est pas de tomber de l'autre côté et de faire du flou. Moi, Exactement. mon programme phare, c'est faire 3 000 € par mois en 90 jours. Donc c'est ultra chiffré. Il y a une garantie. Mais en fait, l'intention, c'est pas de vous dire vous allez le faire coûte que coûte. Et d'ailleurs, c'est ce C'est que ça. j'explique aussi avec la garantie. Et c'est sous couvert de bien mettre en place les étapes, étape par étape. La garantie, c'est pas seulement en 90 jours et tout s'arrête. C'est derrière, en fait, c'est la garantie d'être accompagné dans un processus et je vérifie évidemment avant de faire rentrer les gens dans ce programme. Je ne vais pas faire rentrer votre grand-mère si elle n'a jamais fait d'entrepreneuriat avec la même promesse. Je vais dire désolé madame, C'est vous n'êtes pas ça. éligible. On peut Exactement. éventuellement travailler sur ce besoin spécifique que vous avez ou pas d'ailleurs, si j'ai les compétences pour ça, mais je vais proposer quelque chose sur mesure. Donc voilà, faut pas acheter le bébé avec l'eau du bain. Attention, les C'est chiffres ça. sont aussi des choses qui permettent d'être tangibles et de donner envie aussi à la personne de savoir où est-ce Mais comme tu dis, 3 000 €, c'est faisable. Enfin, je veux dire, c'est réalisable. le SMIC, hein, soyons honnêtes. En tant Euh, qu'entrepreneur, c'est le SMIC parce que on a toutes les charges. Donc, c'est c'est un ça. 1 500 balles d'un salarié. Hein, ça va pas plus loin. On est d'accord. Quand il y a des promesses à 10K en 2 semaines, bah,
Ok, peut-être, hein, il y a peut-être une infime partie des entrepreneurs qui arrivent à le faire et grand bien leur face. Mais comme tu disais tout à l'heure, il faut voir comment ils arrivent à le faire. Et Ouais. surtout, rappeler que 10K, c'est pas ça qui va rentrer en tant que rémunération, hein. Ouais, oui, c'est effectivement faux. Quand vous voyez les vidéos avec les succès à facturer tant en tant de temps, et c'est important aussi de regarder le comment, parce que si, bah, voilà, facturer 30 000 euros en une semaine, c'est génial, mais s'il y a 10 000 euros de pub, bah, en fait, Oui, enfin, bon, c'est chouette quand même, hein, comme résultat, mais il faut mettre tout proportionnellement. S'il y a 10 000 euros de pub, exactement. plus 10 000 euros pour les équipes, plus, etc., en fait, ben, on se retrouve vite avec des cacahuètes à la fin, quoi. C'est ça. Du coup, pour revenir sur les défis, les écueils que tu as pu rencontrer dans ton parcours, est-ce que mon intention, c'est de dire, est-ce qu'il y en a un, par exemple, qui te vient en tête et qui peut servir d'apprentissage, en fait, qui peut servir de leçon, de quelque chose sur lequel, peut-être même que tu recommencerais pas, quoi, si c'était à refaire. Non, parce que ça, on me pose souvent la question, même des clients ou même des personnes, quand je participe à des podcasts ou quoi que ce soit, ils me demandent s'il y a un truc que je regrette ou un truc que je ne referai pas. Et en fait, non, pas du tout, parce que tout ce que j'ai fait, ça m'a permis d'être là aujourd'hui. Donc même les ratés, même les loupés et tout, je les referai, je les referai pareil. Mais c'est vrai, comme je disais, là où ça a été le plus difficile, et c'est difficile pour tout le monde, c'est vraiment inspirer confiance en fait. De faire comprendre que oui, on peut vendre en étant éthique. Hmm. Et ça, c'est très compliqué, surtout à l'heure actuelle, parce que bah, plein de gens ont ces croyances limitantes que oui, la vente, c'est réservé aux crevards, et forcément, si on vend des choses, c'est que derrière, il y a une notion d'arnaque, etc., etc. Donc ouais, ça a été difficile de faire comprendre aux gens que coucou, je suis là, je ne suis pas comme ceux peut-être que vous avez connus avant, et vous allez voir que oui, on peut très bien vivre de son activité en étant euh, en phase avec ses valeurs. Donc ouais, c'est vrai. Je crois que c'est vraiment ça qui a été le plus difficile au début. Vraiment constituer la clientèle. Ouais. Ouais. Ok, j'ai un coach, un mentor pour le coup qui me disait tout le temps la vente c'est de l'amour, la vente c'est de l'amour, la vente c'est de l'amour. Parce que en fait, ça vous viendrait pas à l'idée de ne pas parler de votre solution si vous avez quelque chose qui permet de résoudre les douleurs d'arthrose instantanément, que vous êtes sûr de votre produit et que vous avez une petite mamie à Exact. côté qui est en train de souffrir, ça vous viendrait pas à l'idée de vous taire en fait. Donc ça C'est devient ça. une solution à un problème et donc il n'y a plus de problème. C'est un problème si on est dans le cas d'avant et qu'on essaie de vendre n'importe quoi à n'importe qui. Et là, c'est un C'est peu ça. casse-pied. Alors, tu dis que la prospection, elle peut se faire de façon, enfin, que la vente, pardon, peut se faire avec amour, avec authenticité. Bon, ben, j'ai spoilé avec mon début de phrase. Du coup, aujourd'hui, le thème du jour, c'est la prospection décomplexée. Comment Ouais. ça marche? Quels sont tes conseils par rapport à tout ça? Ça peut vraiment exister, la prospection décomplexée? Moi, je sais que mes clients, Oui, oui. ils Après, rêvent à ce mot. c'est ce qu'il faut se dire aussi, c'est que il n'y a pas de méthode toute faite. Et à partir du moment où c'est qu'on est en phase avec soi, qu'on est lucide sur qui on est, qu'on est cohérent, bah en fait, notre façon de prospecter, que ça soit en indirect ou en direct, ça va se ressentir tout de suite. Quelqu'un C'est quoi qui joue direct un et quoi rôle. indirect? Alors, la prospection directe, en gros, c'est, si je devais schématiser, c'est vraiment aller, toi, chercher le prospect. Mhm. Voilà, te faire connaître et discuter avec lui, etc. Et éventuellement voir s'il y a possibilité de collaborer avec. L'indirect, ça va être plus au niveau, par exemple, de la création de contenu, où là, les clients vont venir vers toi. C'est eux qui vont faire la démarche. Parce qu'ils vont avoir entendu parler de tes services, parce qu'ils vont avoir bien aimé telle ou telle chose, et là, ils vont venir te demander conseil ou caler un rendez-vous avec toi, etc., etc. Mais ça, moi, je conseille toujours pas forcément de faire 50-50. Si vous pouvez déjà, ne serait-ce que faire 80% de prospection indirecte à travers la création de contenu et tout divers, que ce soit, hein, que ce soit sur les réseaux, que ce soit une newsletter, que ce soit des podcasts, que ce soit une chaîne YouTube, peu importe, et 20% de prospection directe, déjà, vous êtes quasiment sûr que vous n'allez pas crouler votre boîte, quoi. Mais pour ça, il faut déjà que votre business repose
sur des bases solides. C'est pour ça qu'au tout début, j'expliquais que tout part de soi, parce qu'il faut vraiment, vraiment faire un gros, gros travail sur soi, dégager le maximum de peur, le maximum de pensées limitantes pour pouvoir après vendre, en fait. Parce que finalement, ce qui bloque les entrepreneurs à la vente, c'est pas leur produit qui est tout pourri, parce ils sont vachement cool, les services, les produits, etc. Mais c'est leur propre peur liée à la vente. Beaucoup n'ont pas envie de vendre. Ben, dans ces cas-là, qu'ils soient bénévoles. Tu peux pas être entrepreneur si tu as peur de vendre. Mais si tu as peur de vendre en étant entrepreneur, va soigner tes traumas et va soigner tes névroses avant. Parce que c'est qu'il y a un truc qui bloque quelque part. Hmm. Oui, je suis assez cash, je sais. C'est ça qui est génial en fait. Mais si voilà, si t'as pas envie de vendre, mais c'est que t'es bénévole. Parce que j'entends tellement de personnes, de mes clients justement, qui me disent, alors moi j'accompagne vraiment les coachs, les thérapeutes, et pour le coup, ils ont une aversion pour le marketing, ils ont une aversion pour la vente, ils disent, je ne veux pas me vendre, je déteste me vendre. Et ouais, ça peut être une réponse, j'en ai une un peu plus soft. Voilà. Tu peux t'en servir. Je te laisse le copywriting Génial, de merci cette beaucoup. phrase. Je dirais, quelqu'un m'a dit un jour, si tu veux pas vendre, sois bénévole. Et ce que j'entends aussi, au-delà de cette punchline qui peut être effectivement, qui peut secouer un peu, mais parfois c'est important de se faire secouer et d'avoir un coup de pied aux fesses, c'est aussi cette nécessité finalement de revenir d'abord à soi. Avec Oui, les peurs, avec les croyances limitantes, avec les traumas non réglés, oui, mais aussi pour y aller et puis se dire, bah, en fait, pour vendre, il faut vendre, hein, c'est pas compliqué. Il y a un moment donné, on va pas chercher midi à 14h. Mais il y a aussi cette notion, au-delà d'aller nettoyer ses traumas, ses névroses quand il y a des blocages, j'entends cette notion de se positionner, être bien au clair, en fait, finalement, avec ce qu'on est, ce qu'on propose, nos offres. tout Je à pense fait. qu'il y a quand même une importance sur cette partie offre, de bien savoir ce qu'on vend, à qui on le vend, avant de C'est savoir ça. comment le proposer, quoi. Et surtout, ne pas jouer un rôle. Je vois beaucoup d'entrepreneurs qui se forcent, en fait, qui endossent limite un costume déjà qui est mal taillé parce que ça ne leur va pas, et qui s'épuisent. Si, par exemple, vous n'êtes pas une personne qui est assez cash, etc., dans votre façon de communiquer, ne le soyez pas. Si vous n'utilisez pas forcément l'humour, ne vous forcez pas à faire de l'humour, en fait, pour essayer de vendre ou quoi que ça va se ressentir et vous allez passer pour un teubé, quoi. Donc non, ouais, faut pas faire ça. Faut vraiment être cohérent et ne pas se dire ah là là, faut absolument que je rentre dans un moule. Si on est devenu entrepreneur, c'est justement pour créer notre propre moule et il évolue avec, avec le temps et avec l'expérience, etc. Mais ça, c'est possible uniquement si on est lucide sur soi, en fait. Ouais, ouais. Ça peut être une injonction un peu particulière pour les personnes qui se disent, mais comment on fait pour être soi naturel? Ah! Ça revient à ce qu'on disait tout à l'heure, on peut être naturel et soit on peut s'assumer tel que l'on est si on n'a plus de barrières en fait. Si on n'est plus esclave, par exemple, du regard des gens. Beaucoup d'entrepreneurs se flinguent tout seuls dans leur business parce qu'ils sont esclaves du regard des gens. Parce qu'ils attendent l'approbation de je ne sais qui ou la lumière divine ou peu importe pour faire les choses et pour prendre des décisions. Dans ces cas-là, faites le travail de chercher en fait la racine. Pourquoi vous avez besoin de l'approbation des gens? Pourquoi le regard des gens est tellement important pour vous? Trouvez la source du problème, réglez-le, et vous verrez qu'après, tout deviendra beaucoup plus fluide en fait. Hmm. Super, un tips très très concret du coup. Est-ce que tu aurais un dernier tips pour cet épisode, pour clôturer cet épisode, pour ceux et celles qui nous écoutent, peut-être en lien avec la prospection ou pas, je sais pas. Qu'est-ce que tu aurais envie de leur dire ou même dire à ton toi d'avant Alors, en ce qui concerne la prospection, par pitié, arrêtez de copier-coller des méthodes qui ne fonctionnent pas. Arrêtez de parler de vos services et de vous dans vos messages de prospection directe ou même dans votre création de contenu. Euh, en fait, moi, je dis toujours à mes clients, quand on aborde justement la prospection directe, écrivez le message que vous rêvez de recevoir. Franchement, si vous êtes en train de travailler, etc., vous recevez un mail d'une personne sortie de je ne sais où qui commence à vous raconter sa life, qui vous fait son CV, qui vous propose moult services. Sincèrement, est-ce que vous avez envie de lui donner votre confiance ou sortir votre carte bleue? Non. Donc pourquoi la majorité des personnes font ça en prospection, en pensant que c'est comme ça qu'il faut faire? Non, la prospection, c'est un dialogue. Il faut voir si vous pouvez matcher
avec la personne qui est en face. Peut-être qu'elle aura besoin de vous, peut-être pas, ou peut-être pas maintenant. Donc, ne le prenez pas personnellement non plus si on vous dit non. Souvent, un non, c'est non, pas tout de suite. Mais ça ne veut pas dire qu'elle ne va pas vous référencer à quelqu'un qui a peut-être besoin de vous aujourd'hui ou peut-être plus tard. Donc, vraiment, soignez votre approche en fait et ne faites pas un message tout pourri où vous êtes en train d'expliquer qui vous êtes. On s'en fout en fait, on ne vous connaît pas. Donnez envie d'apprendre à vous connaître. C'est un petit peu comme si vous rentrez, vous faites un date Tinder avec quelqu'un et tout de suite vous lui sortez votre pédigré et tout et vous le demandez en mariage alors que vous n'avez même pas fini encore votre bière. Bah, en fait, non, ça ne fonctionne pas comme ça. Et la prospection, c'est pareil. C'est vraiment, faut vraiment voir ça comme un dialogue en fait. Et ne pas voir comme quelque chose où, ah bah regarde, j'ai un truc à vendre. Super, je m'en bats les steaks quoi. Repars chez toi. J'ai pas besoin de ton truc. Excellent. Est-ce que tu as fait une publication sur cette analogie entre Tinder et la prospection? Oui, j'en ai fait une il y a longtemps, je pense que je vais la refaire. Euh, mais, euh, mais oui, enfin, moi je le vois comme ça. Après, c'est ma vision des choses. Je ne dis pas que c'est la meilleure façon de faire, mais franchement, pour avoir étudié énormément de tips de prospection, j'utilise même, et ça c'est vrai, des messages de gens qui viennent me prospecter. Je les utilise après en formation pour mes élèves en disant mais ne faites jamais ça en fait. Regardez à quel point vous passez pour un tocard. Et le but, c'est pas de passer pour un tocard, parce que si vous passez pour un tocard, on n'achètera jamais chez vous. Ouais. Bon, après, moi, je viens, moi, je suis de la Suisse. Je viens enlever une épine du pied de ceux qui disent oh mince, j'ai fait ça, j'ai fait ça. En fait, il n'est pas question de rentrer dans la culpabilité. Moi, je dis on est tous le compte de quelqu'un, on écoute tous le gros lourd de quelqu'un et c'est OK. Et l'avantage avec la prospection, c'est il y a des essais-erreurs. Enfin, voilà quoi, allez-y, bah tant pis, c'est pas grave. Parce que parfois, ça peut aussi créer ce truc de oh, ben, je fais pas, j'y vais pas. Dans l'action, en fait, tout s'améliore. Moi, je sais que mes premiers messages de prospection, alors ça dépend des campagnes de prospection, mais très souvent, ils sont mauvais, voire même très mauvais. Et en fait, petit à petit, je viens l'optimiser. Puis je me dis, ah ben, j'essaye ce mot-là et je le change. Et de jour en jour, comme ça, je viens optimiser mon message. Et avec parfois sur certaines campagnes de prospection, des taux de réponse, même des gens qui sont heureux, je reçois plus d'insultes. Enfin, voilà quoi, c'est la joie quoi. Exactement. Ben, c'est comme on disait tout à l'heure, il faut que ça soit personnalisé en fait. Il ne faut absolument pas envoyer 10 fois le même message à 10 personnes différentes. C'est un peu comme quand on postule pour un emploi, il faut jamais envoyer votre lettre de motivation ou votre CV s'il n'est pas personnalisé en fonction de la société ou de l'entreprise que vous convoitez. Donc oui, non, si vous avez fait ça, c'est pas grave, parce qu'il y a toujours possibilité de rectifier le tir. Voilà. Donc, vraiment, ne vous dites pas, ça y est, je me suis cramé, je vais finir sous les ponts, etc. Non, il y a possibilité de changer ça. Et si vraiment vous galérez, bah, faites-vous accompagner par un professionnel qui vous aidera. Mais surtout, si vous dit, faut que tu utilises ce template-là, gardez votre argent pour vous. En fait, C'est ça peut aussi mettre le pied à l'étrier. Je suis pas d'accord avec ça non plus parce que ça peut mettre le pied à l'étrier. Moi, je sais que j'ai des clients, je les aide, mais vraiment quoi, à écrire, à être et j'ai des choses que j'ai testées moi-même et que je leur transmets et qui permet de se lancer. Parce que quand on est sur des personnes qui sont vraiment qui ont la trouille en fait quoi. En tout cas, moi, je sais que par expérience, ils ont besoin de ce rail, de cette direction, en fait, qui leur permet de rentrer dans le mouvement et de se mettre en action. En tout cas, c'est ma vision et c'est mon approche, quoi. Et tu leur donnes un template, alors du coup. Non, j'écris avec eux, mais je leur Ah, donne bah pas. moi aussi, j'écris avec eux. Ça, ils m'envoient même des brouillons, etc. Ils Ok. m'envoient même des brouillons où je corrige, on co-construit, si tu veux, Ouais. le message. Mais quand je parle de template, c'est comme certains envoient, c'est des phrases à trous, en fait. Ouais, non, Donc, non, faut faire gaffe avec ça, quoi. ça, bah, vous pouvez essayer, vous me direz si ça fonctionne. Génial, merci beaucoup Marina pour cet Avec épisode. grand Merci à toutes plaisir. et à tous d'avoir écouté ce podcast jusqu'à la fin. Vous pouvez nous retrouver sur les réseaux sociaux, sur LinkedIn, sur le LinkedIn de Marina aussi. Je mettrai les liens autour de cet épisode que vous le voyez sur les plateformes d'écoute ou sur YouTube. Et on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Merci beaucoup. Vous l'avez compris, il n'existe pas une, mais des clés du succès. Chaque parcours est unique, mais les fondations restent les mêmes. Découvrez-les gratuitement sur lesclésdusuccès.fr. Et on se retrouve mardi prochain pour de nouvelles sources d'inspiration. C'était Maureen Béillard sur LCS.